Voilà. Bon. Alors bonjour à tous, merci d'être là. Voilà. Alors comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais, parce qu'il y a un peu de retard, donc je vais... Tiens Christophe, tu veux je vais aller assez vite et je demanderai à nos intervenants de tenir en 10 minutes, montre en main. On n'a que 2 heures, enfin on a moins de 2 heures maintenant, donc je vais vous expliquer comment ça va se passer. Il y aura 1 heure d'intervention ici, donc on a 6 intervenants, donc ça fait 1 heure hein, théoriquement. Ah oui, voilà, je vais hurler là, parce que je peux, hein, mais... Alors, que tu peux. Voilà, donc il y aura 6 intervenants qui vont parler chacun 10 minutes. C'est clair hein? Et ensuite, 1 demi-heure pour les questions de la salle. Voilà. Et ensuite, 1/4 d'heure, 20 minutes pour les dédicaces qui seront et les achats de livres qui sont au fond. Voilà. Alors, je vais présenter rapidement nos intervenants qui ont fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. Et ensuite, nous donnerons la parole à Monsieur Bourgeon. Alors, Monsieur Bourgeon, vous êtes le premier secrétaire du Parti de l'Innocence, présidé par Renaud Camus. Votre parti a publié récemment un petit opuscule en réponse à Stéphane Hessel, qui s'intitule « J'y crois pas ». Je crois qu'il n'est pas là. On peut l'applaudir. Alors ensuite parlera quelqu'un que vous connaissez pas vraiment, qui s'appelle Pierre Cassin, qui est ici à ma gauche, hein, forcément. Alors, est-ce que j'ai besoin de te présenter? Tu es directeur de publication de Riposte Laïque, et vous avez fait paraître, la rédaction a fait paraître la somme des interventions des assises de l'islamisation aux éditions, donc Riposte Laïque. Ça c'est pour le livre le plus récent, hein, vous connaissez peut-être les précédents. Alors ensuite interviendra Philippe Carsanti, qu'on peut applaudir. Philippe Carsanti est maire adjoint de Neuilly. J'ai peur de casser un peu les oreilles devant. Non. Très bien. Donc Philippe Carsanti est maire adjoint de Neuilly et candidat à la députation sous l'étiquette d'hiver droite, c'est ça? Voilà. Ensuite, ce sera la parole pour Serge Federbusch. Alors Serge est magistrat conseiller de Paris du 10e arrondissement, responsable du site de l'Annopolis et fondateur du Parti des Libertés, et auteur d'un livre qui s'appelle aussi De l'Annopolis, le jeu de massacre des rues de Paris. Ensuite s'exprimera Christophe Benz, qui est ici. Donc à mon extrême gauche. Alors Christophe est l'ancien président des Jeunes pour la France, il nous expliquera pourquoi, qui est donc le mouvement des jeunes de Philippe Devilliers. Et il est l'auteur de Décrypter l'antiracisme en 1 heure, qui est en vente au bout de la salle. Et alors le dernier intervenant, qui est donc le moins connu, oui, je précise que Robert Ménard malheureusement a dû décommander au dernier moment pour des raisons familiales, mais il n'y a rien de grave, vous inquiétez pas. Alors si vous voulez voir Robert Ménard, il sera demain au salon de la Courtoisie. Vous savez qu'il y a le salon de Radio Courtoisie, où sera également la personne que je vais présenter juste après. Et donc vous pouvez le voir là-bas, cet espace de Champéret de 14 à 19h. Et donc le dernier intervenant, et non des moindres, nous vient de Suisse, c'est Oscar Freisinger. Alors Oscar est conseiller national de l'UDC en Suisse, c'est l'équivalent de député. Il est le sujet du livre Oscar et les minarets, donc qui est en vente. Voilà, c'est une biographie en fait par son ami Slobodan Despot. Et il est l'auteur du Né dans le soleil, qui est aussi mais qui est un récit cette fois et qui est en vente derrière aussi. Voilà. Donc moi j'ai terminé et je donne donc la parole au premier intervenant, Monsieur Bourgeon. Merci. La France et l'Europe sont-elles en train de perdre leur liberté d'expression? Telle est la question. On ne peut que le constater dès lors qu'on s'écarte tant soit peu du mainstream
faire l'effort, il faut faire l'effort. Vas-y. On va faire l'effort de parler fort. Oui, je vous remercie de me le conseiller. La France et l'Europe sont-elles en train de perdre leur liberté d'expression? On ne peut que le constater dès lors que l'on s'écarte tant soit peu du mainstream, lequel veut être le seul courant et pas simplement le principal, lequel dispose de toute la puissance du spectacle pour s'imposer, et lequel coïncide étroitement avec le politiquement correct, autre nom de la religion moderne, de la modernité faite religion, afin d'assurer péremptoirement son règne, et par son truchement, celui de l'individu faussement souverain, en vérité consommateur effréné, docile aux objets techniques qui le conditionnent quand il croit s'en servir, atome politiquement impuissant. Ce qui fait que c'est moins pour des raisons juridiques que pour des raisons beaucoup plus profondes que la liberté d'expression se trouve de plus en plus menacée dans nos contrées. Vous êtes au maximum? Oui. Il est au maximum. Oui, sinon ça me paraît un petit peu difficile. Toutefois, la force consensuelle de ce mainstream impérieux ne peut tout à fait se passer d'un contrôle tatillon et d'une répression judiciaire qui sanctionne à l'occasion les velléités de sortir d'un cadre si puissamment imposé, afin d'entretenir en permanence une menace sur la liberté de dire, de débattre et partant de penser, au moins sur les points que la vérité obligée du moment estime non négociables. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez prendre la parole plutôt au centre de la salle, comme ça tout le monde entend ici? Parce qu'on n'entend rien. Non, bah non, on filme, madame, donc voilà. Il y a une vidéo là, donc malheureusement on peut pas. Bah, il nous avait dit qu'il y a un micro, il n'y en a pas, donc parlez plus fort. Vous êtes gentil. Il nous avait dit qu'il y en avait un. Bien. Je vais essayer de reprendre. Ah bon. Alors, je reprends mon paragraphe précédent. Non, enchaînez. Non, j'enchaîne. Bien, alors on y va. La judiciarisation des débats en est l'illustration. C'est plus clair? C'est au tribunal que les problèmes se règlent, pas par le débat contradictoire, et il s'y règle à la demande quasi exclusive des tenants de l'orthodoxie, loi et interprétation d'Issel étant précisément orientées en leur faveur. Ainsi, par le mouvement même d'une dite mondialisation, qui est par nature totalisante sinon totalitaire, et par une progressive traduction dans les lois de son idéal universaliste abstrait, cela sur trois plans et en trois temps: l'ONU, l'international, l'ONU, ses chartes, l'européen, son droit, ses traités, son système judiciaire, et le national, par tous ces biais, on en arrive à une situation où la liberté d'expression se voit réduire comme une peau de chagrin. Il faut souligner de plus que cet idéal est très volontiers servi, avec empressement même le plus souvent, par un corps judiciaire, au moins en France, particulièrement victime d'un entrisme de la gauche, bien pensante en diable. Pour ne prendre qu'un exemple, quand on commence à considérer que critiquer l'islam et dénoncer ce que l'on estime être son entreprise politique de conquête, c'est être atteint d'islamophobie, partant pratiquer une stigmatisation, bientôt une discrimination, et pour finir manifester du racisme, quand on risque de plus en plus d'être pénalisé à ce titre, et que l'on voit en conséquence installer une autocensure sur ces sujets, on assiste à une nouvelle forme d'une très ancienne chose, le blasphème et sa condamnation. Ou encore, quand un chroniqueur défend le droit d'un responsable d'entreprise à discriminer l'individu ad hoc à l'occasion d'un recrutement et qu'il est condamné pour incitation à la discrimination raciale parce qu'il a affirmé que des comportements, un langage, une éducation, un rapport aux autres, une culture, enfin tout ce qui peut contribuer ou au contraire nuire au travail en commun au sein d'une entreprise, que tout cela constituait des critères importants, sinon primordiaux de sélection, et que l'on devait être libre de choisir avec qui l'on va travailler comme qui l'on invite ou pas chez soi, on s'approche dangereusement d'une situation d'asservissement à Big Other. Le résultat le plus clair et sans doute le plus redoutable de tout ce dispositif, c'est le développement d'une autocensure de tous les instants et de tout un chacun, particulièrement dans les médias. C'est un problème de mots qu'il faut prudemment choisir, de langage, de codes qu'il faut à tout prix respecter, de jingle qu'il faut répéter à l'envi, et ainsi de suite. Il n'est guère étonnant, comme le souligne avec acuité Renaud Camus, que l'une des 6 langagières du temps soit le sempiternel « c'est vrai que ». L'empêchement de penser, le libre accès au réel obstrué, la tricherie et le mensonge omniprésent obligent à répéter inlassablement pour se convaincre de saisir un tant soit peu de réel « c'est vrai que, c'est vrai que, c'est vrai ». D'autant que le terrain est miné.
Le Lego idéologique et langagier obligé est pétri de contradictions. L'autre, le très fameux autre qui ne cesse de se confondre avec le même, le métissage qui a toujours déjà eu lieu mais qui reste néanmoins à faire à toute force, et tant d'autres calembredaines. C'est un éloge vrai de la différence, de l'essence, c'est un éloge de la frontière, de la limite en tant qu'elle articule un monde que l'on peut dès lors seulement partager. C'est un tel éloge qu'il faudrait écrire, qu'il serait urgent d'écrire. Que l'on se mette à interpréter fantastiquement en leur prétendue suite à tous égards les textes constitutionnels, par nature généraux, au niveau européen et français. Par exemple, le principe d'égalité et les retraites et les contrats d'assurance et que sais-je encore. Que l'on limite la liberté d'expression avec les lois dites mémorielles qui, partant d'une question unique en son genre, la Shoah, en arrivent à devenir des lois de repentance infinie, anhistoriques et à sens unique. Ou qu'on la limite plus généralement encore avec les lois antidiscrimination, à vocation extensive dans leur application, qui encouragent la victimisation généralisée de tous vis-à-vis de tous, et dont l'exercice est délégué qui pisait aux associations chiens de garde gravement subventionnées, justifiées par le seul fait de leur existence, avec droit d'ester, s'il vous plaît, en justice en lieu et place de l'État, sans avoir sa légitimité, et quand bien même il n'y aurait pas de victimes, je ne développe pas, mais enfin on pourrait largement approfondir le sujet. Dès lors, le filet se resserre drastiquement autour de ceux qui ne veulent pas se laisser bercer par le conte de fées merveilleux qu'on nous raconte à longueur d'antenne et qui annonce en vérité un bien terrible cauchemar. Pour parfaire le tableau de la situation, il faudrait signaler encore l'action conjuguée de l'enseignement de l'oubli, de la déculturation dont les ravages se font sentir au plus haut niveau des institutions désormais, et pour finir de la décivilisation qui nous affecte si gravement. C'est pourquoi le Parti de l'Innocence estime qu'il est urgent de repenser nos lois et le fonctionnement de notre justice, faute de quoi le déni permanent de réalité pour raison idéologique, l'interdiction de penser et de parler, l'obligation de ne débattre qu'au tribunal et en position d'accusé, nous entraîneront toujours plus avant sur la pente de la violence sociale. Devant la gravité de la situation quotidienne, réelle de nos concitoyens, la détresse et la colère d'un grand nombre d'entre eux, qui couvent d'autant plus dangereusement qu'elles sont interdites de parole pendant que les médiatiques continuent de chanter « Tout va bien, Madame la Marquise », le Parti de l'Innocence estime indispensable d'agir dans les directions suivantes. Pourvoir la justice en urgence de tous les moyens dont elle a besoin pour pleinement exercer son rôle, en tout premier lieu pour appliquer toutes les peines qu'elle prononce, et en même temps rétablir ce pouvoir dans sa légitimité en procédant à la dépolitisation et même à la désidéologisation complète de ce corps si gravement compromis de ce point de vue. À cette fin, il faut la refonte de l'enseignement qui prépare à la magistrature, la suppression des syndicats de magistrats, le retour au strict service de l'État avec ses contraintes et obligations, le retour responsable, instruit et rigoureux au seul droit. Ensuite, abandon de toutes les lois liberticides qui prétendent dire l'histoire, donc les lois mémorielles, et de celles qui prétendent encadrer toujours plus étroitement la libre pensée de chacun, donc les lois antiracistes et antidiscrimination. Les lois qui garantissent le respect de la civilité doivent suffire et être seules maintenues, quand bien même elles ne sont pas suffisantes pour garantir le retour à une vie sociale cohérente et tout simplement vivable, assurant à chacun le minimum de sécurité, de tranquillité, le respect des personnes et des biens. Pour cela, il faut assurer d'abord le retour du contrat de civilisation entre les membres d'un même peuple. C'est du renouveau du contrat social, du contrat de civilisation, en l'occurrence de la civilisation française à l'exclusion de tout autre en ce qui nous concerne, du contrat d'innocence que dépend la survie même de notre société. C'est sur cette idée fondatrice qu'il faut reconstruire, réinventer et en vérité retrouver cette cohésion sociale et humaine qui est par nature politique et suppose des frontières. Parce que ce qui survient n'est inéluctable que dans le cadre d'un totalitarisme idéologique et d'une dépossession politique, il faut que chaque pays recouvre sa souveraineté, reconstruise un authentique espace politique et se dégage de l'emprise de l'idéologie mondialiste, de l'universalisme politique et dictate de l'universel. L'universel n'est pas la catégorie phare des Lumières, c'est la catégorie désastreuse par excellence dès lors qu'il se veut un absolu politique, total et sans réplique. Aujourd'hui, c'est pour nous tous la maîtrise même de notre destin qui est menacée, dont le naufrage est précisément organisé par la destruction suicidaire de tout espace de jeu politique authentique au niveau de chaque nation et de la République. Le premier des slogans de la révolte à venir devrait être, finira par être, et c'était d'ailleurs sensible aux assises de Charenton, liberté, liberté. Sans liberté de parole et de pensée, je conclurai là-dessus,
Sans liberté de parole et de pensée, pas de liberté assurément, moins encore de fraternité et finalement moins d'égalité. C'est par la reconquête d'une libre parole qui affronte les défis de l'époque sans nier le réel que la devise de la République pourra reprendre du sens. Il faut recouvrer notre souveraineté, reconstruire notre espace de jeu politique et reprendre la main sur nos affaires. Le Parti de l'Innocence s'efforce de contribuer à un tel travail de dévoilement et de reconquête. Ses préoccupations sont au cœur de son projet pour la prochaine élection présidentielle. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Bourgeon, pour ce texte très élaboré qui, avec votre accord, sera diffusé sur Enquête et Débat pour ceux qui en auraient raté certains morceaux. J'ai oublié de préciser tout à l'heure, mais c'est Enquête et Débat, un site sur Internet que vous connaissez sans doute, qui organise aujourd'hui. Et deuxième chose, est-ce que vous pourriez éteindre vos portables? Voilà. Est-ce que vous pourriez éteindre vos portables? La sonnerie. Voilà, enfin la sonnerie, quoi. Je vais mettre sur vibreur. Alors je passe tout de suite la parole à Pierre Cassan. Marge de manœuvre là. Heureusement qu'on pèse pas 100 kilos. Alors, lorsque j'étais quelqu'un considéré comme un homme de gauche respectable, mais que je commençais malgré tout à déraper dangereusement par une critique de l'islam jugée un petit peu mal pensante et dangereuse, j'avais l'habitude, chaque fois que j'avais affaire à un public de gauche, de les rassurer de deux façons. Généralement, je commençais, pardon Nadia, par dire du mal du pape. Donc quand vous disiez du mal du pape et quand vous disiez un petit peu du mal des catholiques qui étaient méchants, qui voulaient reconquérir le terrain perdu à cause des laïcs et tout, vous commenciez à rassurer un public de gauche. Et je continuais ensuite, j'avais deux thèmes, c'était de dire que j'étais très content de vivre dans un pays où on ne pouvait pas dire que les Noirs étaient feignants, que les Juifs étaient fourbes ou que les Arabes étaient cupides, voire le contraire. Que j'étais très content de vivre dans un pays où on ne pouvait pas dire ça. Et je terminais généralement en disant que j'étais également très content de vivre dans un pays où la négation de l'Holocauste, la négation des drames de la dernière guerre mondiale, était un délit, contrairement au modèle anglo-saxon, où au nom de cette culture de la liberté, on pouvait tenir tous les propos, y compris des propos discriminants sur des personnes en raison de leurs origines, et qu'on pouvait totalement nier la réalité de l'Holocauste. Et généralement, une fois que j'avais dit ça, j'avais rassuré le public et je pouvais me payer les islamos derrière, ça passait bien. Il se trouve qu'un soir, j'ai rencontré un jeune anglo-saxon, un jeune anglais. On a commencé à boire une bière, on a commencé à boire deux bières, et puis on a commencé à aborder cette question. Et lui m'a dit qu'il considérait que des gens comme moi ne faisions pas confiance à la société. Il m'a expliqué que pour lui, en Grande-Bretagne, la capacité de nier l'Holocauste n'était pas un problème. Parce que justement, il expliquait que la société était suffisamment mature, avait suffisamment confiance en elle, pour être capable, vis-à-vis d'un charlot qui se permettait de dire « il n'y a jamais eu d'Holocauste des Juifs », qu'il était tellement ridiculisé immédiatement par des arguments historiques que c'était beaucoup plus payant, beaucoup plus portable, finalement, de ne pas interdire ça. Et il m'expliquait que pour lui, le fait de l'interdire comme nous le faisions en France, lui paraissait contre-productif, comme si nous avions quelque chose à cacher. J'avoue que c'est un sujet qui m'a beaucoup interpellé, qui m'a fait réfléchir. Sur le racisme, j'avoue que je n'aurais jamais pensé, quand je tenais ces propos devant des salles, qu'un jour, avec mon ami Pascal Mohamed Ilout, je me retrouverais par des associations dites antiracistes, poursuivies devant les tribunaux et sommé de m'expliquer le 3 février prochain, accusé d'incitation à la haine raciale à cause de pratiques religieuses de certaines personnes. J'avoue que je n'aurais jamais pensé ça. Je peux poursuivre pas pour le pape. C'est gentil, Nadia. Sur le blasphème, puisque la liberté religieuse, la liberté d'expression tourne également autour du blasphème, j'ai été très choqué, très marqué dans ce pays, justement par le fait qu'il est de bon goût de ridiculiser les catholiques pour quelque raison que ce soit, le croa-croa, parfait,
à bas la calotte, il n'y a pas de problème. Mais quand les islamistes vous expliquent, comme c'est le cas lors du procès sur les caricatures du prophète, que la liberté d'expression s'arrête là où commence la liberté du croyant, curieusement, tous ceux qui réclament le droit à la libre critique de tous les dogmes, tous ceux qui se battent contre le délit de blasphème, sont d'une discrétion tout à fait étonnante dès qu'il s'agit des islamistes. Nous avons par exemple ces derniers temps en France ce procès hallucinant d'un jeune homme à Strasbourg. Peu importe qu'on juge que son action est intelligente, stupide, imbécile, c'est même pas la question. Ce jeune homme a jugé à la suite d'un pari sur Internet et tout, il a juré qu'il était capable d'arracher 2 pages du Coran et d'uriner sur le Coran. Donc il a arraché 2 pages du Coran, il a jeté les 2 pages du Coran auxquelles il a mis le feu sur un immeuble qui était censé symboliser les immeubles de New York, et ensuite, pour éteindre l'incendie, il a uriné sur le Coran. Je veux dire, ce jeune homme est poursuivi aujourd'hui par les tribunaux, par un procureur de la République qui réclame contre lui 3 mois de prison avec sursis et 1 000 € d'amende. La réflexion serait, est-ce que dans ce pays, par exemple, un anticommuniste qui aurait uriné sur le capital de Karl Marx se retrouverait devant les tribunaux? À mon avis, ça serait assez étonnant. Supposons qu'un croyant fanatique, quel qu'il soit, ne supporte pas Michel Onfray et se soit permis d'uriner sur son dernier traité d'athéologie. Il m'étonnerait qu'un procureur de la République l'ait poursuivi devant les tribunaux. Et pourtant, parce qu'il a fait ça sur le Coran, aujourd'hui, ce jeune garçon, alors qu'il a été acquitté en première instance, se retrouve aujourd'hui par un procureur de la République, à nouveau poursuivi puisqu'il fait appel. Mais en même temps, à Strasbourg, j'ai rencontré ce Calimero. Et donc nous avons eu une discussion sur la liberté d'expression. Et j'avouerai que je ne m'y suis pas retrouvé dans sa vision de la liberté d'expression. C'est-à-dire que c'est un jeune garçon, par ailleurs sympathique, mais qui vous explique que pour lui, la liberté d'expression est totale. C'est-à-dire, au nom justement de ce que disait ce jeune Britannique que j'avais rencontré sur l'Holocauste, c'est un garçon qui explique, je lui disais, mais enfin, par exemple, est-ce que ça ne te poserait pas de problème que des personnes se réclament, au nom de la liberté d'expression, de l'incitation à la pédophilie sur des enfants, sur des gamins et tout, en expliquant que c'est comme ça, finalement, que ces enfants vont se construire. Calimero, aucun problème, c'est la liberté d'expression et on sera capable de répondre. Je dis à Calimero, par exemple, ça ne te pose pas de problème qu'Oscar Freisinger puisse être dessiné en Asie, dans une revue suisse, un nazi qui emmènerait des gamins vers les fours crématoires. Ça ne te pose pas de problème. Réponse du gamin, parce que c'est un gamin, il a 30 ans, pardon Christophe. Hein, réponse du gamin, ça ne me pose pas de problème, c'est la liberté d'expression, et parce qu'il y a cette liberté d'expression, Oscar a la possibilité de répondre. Donc vous voyez quand même un petit peu limite d'une liberté d'expression totale, à mon avis, sur quelques sujets comme ça. Et cette semaine, je me suis fait un peu un galop d'entraînement, puisque j'étais invité à une radio suisse, qui s'appelle Radio Suisse Normande, à un débat sur le délit de blasphème. Donc bon, je vous dis pas, je suis tombé sur... on était 2 en France, on était 2 en... Enfin, il y en avait 2 en Suisse. Je suis tombé sur un avocat qui m'a expliqué que les procès étaient un signe de bonne santé de la démocratie, puisque grâce au procès, on avait la liberté d'expression, puisque les gens qui étaient accusés pouvaient s'exprimer devant un tribunal. Donc il m'a défendu la liberté d'expression par la judiciarisation de la société, ce qui est une conception un peu surprenante, surtout quand on sait les retombées économiques d'un procès. Et puis je suis tombé également sur une personne assez étonnante, un mec qui se réclame un libertarien, philosophe, crypto-gauchiste, avec tout le look et tout. Donc lui, son discours, c'était « faut que l'État il intervienne sur rien ». Appel à la pédophilie, silence. Appel à la drogue, silence. Appel, intervention minimale de l'État. Surtout, l'État, on ne veut pas l'entendre. Et je fais une diatribe, comme je sais en faire, sur l'islamisation de la France. Et d'un seul coup, il demande presque pardon en disant qu'il se désolidarise de tout ce que je raconte. Autrement dit, dans ce pays, il faut raconter tout, mais pas touche à mon islam. Chose quand même très étonnante par rapport à certains libertariens et aux limites de leur liberté d'expression. Mais surtout, et je voudrais finir là-dessus, j'ai été interpellé, j'ai presque joué le rôle du méchant, mais j'ai été interpellé à la fin de l'émission, où j'ai défendu pendant toute l'émission le droit au blasphème. Pour moi, je me bats pour une société
désacralisée, et une société désacralisée, pour moi, c'est le droit à la libre critique de tous les deuils, sans exception, sous toutes les formes, qu'elles soient artistiques, qu'elles soient humoristiques, qu'elles soient scientifiques, libre critique de tous les deuils. Et donc le journaliste m'interpelle en disant « Ouais, mais monsieur Cassan, vous êtes bien gentil, mais nous on lit Riposte laïque, alors c'est vrai que sur l'islam, sur l'ensemble des dogmes, vous y allez bien, mais malgré tout, il y a des choses avec vous, il ne faut pas toucher. On a l'impression qu'il ne faut pas toucher au drapeau. On a l'impression qu'il ne faut pas toucher à la Marseillaise, et que là, vous avez un petit peu vos limites. Eh bien, j'assume ces limites. Pour moi, c'est pas la même chose. Pour moi, c'est pas la même chose, par exemple, la libre critique de toute religion, la libre critique de tout dogme, que ce soit le communisme, que ce soit l'athéisme et tout, avec le fait qu'une personne se torche avec un drapeau. Pour moi, c'est pas la même chose. Pour moi, la liberté d'expression, c'est ce qui fédère finalement dans une nation. C'est ce qui fédère le libre débat, c'est ce qui fédère la démocratie, c'est ce qui fédère la libre confrontation, et quelque part c'est un espace de liberté. Par contre, sur des symboles qui rassemblent, comme le drapeau, comme la Marseillaise, je considère à partir de là, je ne suis absolument pas d'accord pour qu'on puisse siffler la Marseillaise lorsqu'il y a un match de foot de l'équipe de France, et je ne suis absolument pas d'accord pour qu'un symbole comme le drapeau, qui fédère l'ensemble d'une nation, quelles que soient les personnes qui l'habitent, quelles que soient leurs croyances, quelle que soit leur philosophie et tout, pour moi, le drapeau comme la Marseillaise sont des symboles fédérateurs et rassembleurs. Et à partir de là, je n'ai pas peur de le dire, pour une certaine sacralisation de ces symboles. Ça ne veut pas dire, et je finirai là-dessus, ça ne veut pas dire que je suis contre l'humour. Au contraire, je trouve que l'humour est quelque chose avec lequel on ne doit pas laisser on ne doit pas mettre de frein. Mais par contre, quand c'est des symboles insultants ou quand c'est siffler l'hymne national, ce sont mes limites. Donc, je suis effectivement un défenseur de la liberté d'expression, un défenseur inconditionnel du droit au blasphème. J'en ai marre de la judiciarisation du débat, mais je me permets de jouer un petit peu le méchant en fixant quelques limites. Merci beaucoup à Pierre Cassin. J'en profite pour faire deux annonces. La première, c'est que vous connaissez certainement cette libraire du Bourget, Marie-Neige Sardin, puisque tu parlais de procès. Elle a été condamnée pour avoir dit « arrêtez de faire la bamboula » pour diffamation raciale, je crois. Première chose, et moi-même, qui vous parle là, je suis traîné devant le tribunal le 7 juillet prochain par Claude Ribes. Je ne sais pas si vous connaissez cette... Alors Claude Ribes, ça remonte déjà à 2 ans, mais pour faire bref, je l'ai interviewé en marge d'une manifestation et je lui ai demandé s'il était le nègre littéraire du général Ossarès. Il n'a pas démenti, je suis rentré chez moi, j'ai mis ma vidéo en ligne, mais il m'a attaqué en diffamation raciale. Nègre. Je passe la parole à Philippe Carsanti. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je voudrais faire un cas pratique et vous raconter 9 ans de lutte pour la liberté d'expression. En 2002, j'ai eu l'occasion de prendre un petit déjeuner avec Nicolas Sarkozy, d'avoir une conversation avec lui sur la politique étrangère de la France. Et je me suis rendu compte qu'il m'a balancé des clichés sur tout ce qui se passait au Proche-Orient de façon absolument, je dirais, quasiment ridicule. Et j'avais l'impression qu'il ne comprenait rien à ce dont il parlait. Et donc j'ai été assez choqué. À la fin du petit déjeuner, il m'a dit « Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, présentez-vous à ma place ». D'accord. À l'époque, il était maire, député de Neuilly, pas encore ministre de l'Intérieur, et il allait devenir l'homme le plus populaire de France quand il est devenu ministre de l'Intérieur. Quelques semaines plus tard, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui m'ont montré un documentaire allemand qui montrait l'affaire du petit Mohamed Al-Doura. Je ne sais pas si vous connaissez ce dossier. C'est le petit Mohamed, le petit Palestinien mort dans les bras de son père au début de la seconde intifada. Et en fin de compte, progressivement, on s'est aperçu que ce reportage que France 2 avait diffusé, commenté par Charles Anderlin, était une pure et simple mise en scène. C'est-à-dire que le père et l'enfant n'ont pas été touchés ce jour-là et que ce n'étaient que des acteurs amateurs. Et donc, quand j'ai vu ça quelques semaines après avoir rencontré Nicolas Sarkozy, et que j'ai vu que c'était le même sujet, c'est-à-dire ce qui se passe au Proche-Orient, je me suis dit en fin de compte, Nicolas Sarkozy, qui est un homme normalement intelligent, a été manipulé par ces médias, et donc, c'est pour cela que lui colporte
ces affirmations absurdes sur ce qui se passe au Proche-Orient. Et donc j'ai tenu parole. Quand Nicolas Sarkozy m'a dit « présentez-vous à ma place », j'ai dit « d'accord ». J'y suis allé en juin 2002 et j'ai donc perdu à Neuilly-sur-Seine. Donc je n'ai pas été député à la place de Nicolas. C'est moi qui serai président de la République. Mais bref, c'est pas fini. Après, il y a une belle fin. Il y a une belle fin. Et donc, voyant qu'en fin de compte, le monde politique était difficile à affronter, surtout quand on n'y rien, moi je viens de la finance, je viens du monde de la finance. Je me suis dit, je vais essayer de me battre sur ce dossier de l'affaire de France 2. Et je suis donc allé voir le président de TF1, les gens de France Télévisions, de leur dire, écoutez, c'est une mise en scène, reconnaissez. Et là, tout le monde m'a fait taire, m'a dit, non, ça ne nous intéresse pas. J'ai vu les gens de TF1 m'ont dit, attendez, en gros, ce qu'on m'a fait comprendre chez TF1, c'est, écoute, nous aussi on bidonne un petit peu, donc quand France 2 bidonne, il y a en gros une guerre, il y a un pacte de non-agression, on ne s'auto-dénonce pas. Idem chez M6, partout. Tout le monde fonctionne comme ça dans les médias. Il y a une forme de corporatisme qui est très forte. Et donc, pour engager le débat, sachant que personne ne voulait vraiment m'écouter, j'ai donc provoqué France 2 en les accusant 2 ans plus tard d'avoir diffusé une pure et simple mise en scène. En mettant dans l'article que j'avais publié, voici l'adresse de ma société si vous voulez m'attaquer. Ça a marché parfaitement, j'ai reçu un petit papier bleu, j'ai été attaqué en diffamation. Le procès a eu lieu en septembre 2006, et à la fin du procès, le procureur de la République a déclaré « Philippe Carsanti a apporté des preuves convaincantes et suffisantes de la mise en scène, il doit être donc relaxé ». France 2, pour leur part, n'ont absolument rien apporté, si ce n'est des témoignages écrits assez grotesques, mais un beaucoup plus fort, un de Jacques Chirac, qui disait que Charles Anderlin est un grand journaliste, très crédible. Et donc, à l'époque, Jacques Chirac était président. Un mois plus tard, malgré la demande de relax du procureur de la République, j'ai été condamné. J'ai immédiatement fait appel. Le procès en appel a eu lieu en septembre 2007. Et là, au bout d'un certain temps, les juges qui intervenaient à la cour d'appel de Paris ont dit « Mais attendez, c'est bizarre, France 2. Vous affirmez avoir 27 minutes de cet incident qui prouve le fait que vous avez raison, que ce reportage est authentique. Carsanti dit que c'est une mise en scène, et vous refusez de les apporter à la justice. Donc on interrompt le procès, on vous demande d'apporter les 27 minutes de rush. Donc là, c'est vraiment le point de retournement du procès. Le procès reprend 2 mois plus tard, et France 2, au lieu d'apporter 27 minutes, en efface 9 et apporte 18 minutes. Dans ces 18 minutes, il y a 17 minutes de grotesque, c'est-à-dire des gens qui parlent au micro, des gens qui courent, des fausses scènes de guerre grotesques. Les 50 secondes du reportage de France 2, et à la fin, 10 secondes encore plus ridicules où on voit l'enfant soi-disant mort, tout ça est sur Internet, visible sur Internet, sur YouTube, partout, l'enfant soi-disant mort qui lève le coude, tourne la tête en direction du caméraman et baisse le coude, et 3 secondes encore plus grotesques, si je peux aller là, l'image s'arrête un instant, et là on voit que le père et l'enfant ont disparu, pas une goutte de sang sur le mur, rien, alors que le père et l'enfant sont censés avoir été victimes de 15 tirs, 15 balles auraient traversé leur corps, 15 balles d'armes de guerre, et il n'y a pas une goutte de sang, ni sur leur corps, ni sur leur t-shirt, ni sur le mur. Bon, pour vous faire simple, en gros, on a une centaine de preuves de la mise en scène. Pour leur part, France 2 n'a jamais apporté une contre-preuve de l'authenticité du reportage. Donc, en appel, les juges demandent à Anderlin, attendez, là, vous vous foutez du monde, là, on voit quand même qu'il y a plein de choses qui ne collent pas. Il continue à défendre son affaire, il fait venir Arlette Chabot lors de l'audience finale, Francis Piner vient au procès, et là, l'accusation magistrale, je suis le croisement aigri de Robert Forisson et de Thierry Messant. Donc voilà, fermez le banc. Malheureusement pour eux et heureusement pour moi, 3 mois plus tard, je suis relaxé avec un verdict extrêmement grave, un arrêt extrêmement grave pour France 2, où on accuse vraiment Charles Anderlin d'avoir menti, son caméraman d'avoir menti, et toute l'équipe de France 2. Et on dit, j'ai le droit de publier que c'est une mise en scène parce que j'ai des preuves effectivement convaincantes et suffisantes. En même temps, Canal+, 1 mois avant le rendu du procès, qui avait travaillé de concert avec Charles Anderlin, diffuse un documentaire 1 mois avant le rendu du procès qui me met par terre, où je suis traîné dans la boue, qui dure 52 minutes, où je suis ridiculisé, vraiment ignoble. Mais donc ça avait pour objectif, bien évidemment, d'influer sur le cours de la justice. J'allais dire, grâce à Dieu, ça n'a pas marché, mais devant Pierre, je fais attention. Et donc derrière, je vois ce reportage de Canal, et là, en même temps, je me dis, mais c'est pas possible. C'est inacceptable. J'attaque Canal+ moi-même en diffamation, sachant que mon intuitif est plutôt d'être totalement libéral et de laisser un peu tout le monde dire ce qu'ils veulent. Mais là, c'est tellement grave que je me dis non, là c'est trop grave, il faut arrêter. Et je gagne ce procès en diffamation. Alors je vais vous raconter la suite de ces victoires judiciaires. C'est que je gagne mon procès le 21 mai 2008. Le 26 mai 2008, le Nouvel Observateur diffuse une pétition. 800 journalistes signent cette pétition.
disant que je suis donc l'équivalent d'un négationniste et que Charles Anderlin est un grand journaliste qu'il ne faut pas critiquer. 4000 signatures viennent derrière. Parmi ces 800 grandes signatures, vous avez des gens comme Jacques Attali, Claude Askolovitch, Hubert Védrine, enfin vous avez tout l'arrière-ban et tout ce que compte la France. Jean-Claude Dacier, à l'époque directeur de la formation de terrain, enfin tout le monde est derrière. Absolument tous les médias, toutes les chaînes. Et donc c'est assez exceptionnel. Donc je me bats. Un an plus tard, ah oui, France 2 se pourvoit en cassation, chose exceptionnelle, demandée à tous les avocats. 3 ans plus tard, l'arrêt de la Cour de cassation n'est toujours pas sorti, alors que France 2 et Anderlin sont pourvus en cassation. Donc un an plus tard, Charles Anderlin se fait remettre la Légion d'honneur sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy et donc de Bernard Kouchner. Un an plus tard, c'est-à-dire en 2010, un an après cette Légion d'honneur, en 2010, Pierre-André Taguieff, philosophe, sociologue très connu, publie un livre qui fait 600 pages, qui s'appelle « La nouvelle propagande anti-juive ». Dedans, il consacre 100 pages à l'affaire Al-Doura, où il me traite plutôt bien. Son livre est boycotté par 100% des médias, pas un média audiovisuel, écrit ou autre n'en parle, aucune radio, absolument rien, alors que généralement, tous ces livres font l'objet de recensions dans la presse. Donc c'est totalement hallucinant. Et grâce à Jean, un jour voit Robert Ménard et lui dit « Tu sais, vous avez signé la pétition d'Anderlin disant que Karsanti était une forme de négationnisme, mais en fin de compte, c'est Karsanti qui a raison. » Alors Ménard dit « J'aimerais bien voir ça. » Il me donne le téléphone de Ménard, je vois Ménard, et Ménard tombe de l'armoire. Il me dit « Mais c'est incroyable, Charles est un ami, c'est incroyable. » Il appelle sa femme « Regarde, c'est Karsanti qui a raison et tout. » Donc il m'interviewe. Il m'interviewe sur un enregistreur, et 2 jours après, il reçoit un appel d'Anderlin. J'ai appris que tu as interviewé Karsanti, tu n'as pas le droit de l'interviewer. Alors Ménard dit, mais attends, c'est encore sur l'enregistreur, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Non, c'est comme ça. Non, mais attends, tu ne sais pas. Non, mais attends, non. Je l'ai interviewé, je verrai ce qu'il y a dedans. Il raccroche, et derrière, il reçoit des appels de partout. Non, Karsanti, on n'a pas le droit de le publier, on n'a pas le droit de le publier. Résultat, Ménard, avec un courage incroyable, publie mon interview dans son magazine Média de septembre dernier, et ça passe. Donc bien évidemment, il n'est pas attaqué alors que je déverse tout ce que je veux sur France 2, aucune insulte, mais j'affirme que c'est une mise en scène pure et simple. En octobre 2010, Charles Anderlin publie un livre qui s'appelle « Un enfant est mort », un livre de 200 pages, où mon nom est mentionné 121 fois. Tous les médias en parlent absolument partout. Je suis traîné dans la boue, je me bats partout pour obtenir des droits de réponse. Le seul qui me donne un droit de réponse, étonnamment, c'est Le Monde, et autrement, juste là, absolument rien. Alors pour dire juste une chose, pour conclure, contrairement aux médias, le peuple ne se trompe pas, les gens ne se trompent pas. En 2007, Nicolas Sarkozy a envoyé son porte-parole à Neuilly pour gagner la mairie de Neuilly. Premier sondage, 75%. On a fait une très belle campagne avec toute une équipe, en indépendant, sans être inscrit, et on a gagné avec 62% des voix, parce qu'on pouvait avoir contact avec les gens nous voyaient, les gens voyaient qu'on était sincères. Là, je suis candidat aux élections législatives pour les Français de l'étranger, dans la circonscription qui regroupe Israël, Italie, Grèce, Turquie. Et d'après tout ce que tout le monde pense, aujourd'hui c'est moi le candidat favori, entre guillemets. Pourquoi? Parce que je peux aller au contact des gens et parce que les gens ne reçoivent pas le lavage de cerveau des médias français mainstream, alors qu'on arrive à les toucher par les médias locaux. Voilà, donc ce que je peux vous dire, c'est que la liberté d'expression, surtout, je crois que c'est surtout la censure et l'autocensure, est extrêmement grave en France. Et que moi, ce qui m'est apparu, c'est qu'en attaquant par l'étranger, on arrive à faire passer des messages. Et c'est ce qui a aussi permis ensuite à une télévision publique allemande de faire un documentaire sur l'histoire qui a fait 52 minutes, qui a été diffusé en Allemagne, en Suisse et en Israël. Mais bien évidemment, en France, alors que pour Arte c'était gratuit, ça n'a jamais été diffusé. Merci à tous. Bravo, monsieur Garcet. Juste pour ajouter une chose par rapport à Philippe, donc nous avons été, Enquête et Débat est le seul média à ce jour à avoir organisé un débat contradictoire en France. Avoir organisé un débat contradictoire en France avec Philippe Karsanti sur l'affaire Al-Doura, et c'est un des membres de la rédaction de Média qui s'appelle Hervé Deguine qui a accepté cela. Donc je vous renvoie au site et vous tapez Karsanti, vous allez tomber sur leur débat. C'est passionnant, c'est très tendu, je ne cache pas, mais c'est passionnant. Alors je passe tout de suite la parole à Serge Féderbouche.
Merci Jean, et merci pour le travail que tu fais justement pour essayer de montrer qu'une autre parole, un autre espace de liberté est possible en France, et on sent bien à travers tous ces témoignages et des centaines de témoignages différents pour être donnés qu'il y a un vrai problème aujourd'hui de respect et de défense de la liberté d'expression. Alors moi je voulais vous parler au départ essentiellement justement de cette question, d'essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là, pourquoi il y a une telle aujourd'hui montée de la haine et de l'intolérance vis-à-vis de paroles ou de positions qu'on pourrait presque qualifier de dissidentes, comme la dissidence autrefois en Union soviétique, on serait presque qualifié de hooligan. Et finalement, quand vous avez réagi un petit peu tout à l'heure à la présentation qui a été faite de mon action d'élu à Paris, effectivement j'ai senti que l'exemple parisien pouvait être donc aussi une bonne illustration de la façon dont une chape de plomb s'impose aujourd'hui sur la libre parole et sur la libre pensée. Alors d'abord, essayez de comprendre pourquoi il y a une telle montée de l'énervement et de l'intolérance, parce qu'on voit de plus en plus de procès. Bon, donc Karsenty en était victime, mais des tas de gens sont victimes aujourd'hui, effectivement, de procès. C'est une espèce de réflexe aujourd'hui conditionné de déférer devant les tribunaux, traîner devant les tribunaux, comme on dit, tous les gens qui disent des choses qui ne sont pas dans la doctrine officielle. Moi, je fais remonter à cette situation, à ce qui s'est passé à partir de 1983 en France. En 1983, il y a ce qu'on appelle le tournant, le virage de la rigueur. Et donc, d'une certaine manière, Mitterrand, qui incarnait une soi-disant rupture politique très profonde, renonce à cette rupture, remet le Parti socialiste dans les rails de la politique, de la doctrine officielle économique, d'adhésion aux grands principes de l'Union européenne, de Francfort, etc., etc. Et la gauche, qui était normalement, historiquement, la grande force qui défendait la liberté d'expression, se retrouve au soutien de la parole et du discours dominant et officiel. Et à ce moment-là, il faut trouver des monnaies de substitution. Et je crois que ça a été un élément, un tournant décisif. Et donc on voit se développer tout le discours, toute la sociétale, les premières marches sur l'égalité des droits, la question des immigrés qui est mise en avant, SOS racisme progressivement, ça sera après 1986, et donc il y a une espèce de substitution du discours sociétal et d'un discours finalement communautariste à la volonté soi-disant de changer la vie qui était celle du Parti socialiste en 1981. Et donc ça c'est le premier moment où la gauche française commence un peu à trahir, à déserter le camp de la liberté d'expression, parce que ce qu'on voit aujourd'hui dans tous ces témoignages, c'est que finalement les premiers adversaires aujourd'hui, les plus grands ennemis de la liberté d'expression, c'est plus à droite qu'on les trouve, c'est à gauche. Et c'est ça qui effectivement pose le plus de problèmes. Ensuite, il y a un deuxième tournant, deuxième étape, c'est 1986. Bon, Chirac gagne les élections législatives, il revient au pouvoir, il est Premier ministre, et à ce moment-là, Mitterrand a besoin de le déstabiliser. Et on voit alors, à travers justement SOS Racisme, monter de plus en plus cette question communautaire comme un instrument, et ces questions sociétales comme un instrument de lutte politique. Et de plus en plus, la gauche va déserter le camp de la liberté d'expression. Et on aboutit à la situation dans laquelle on est, qui est une espèce de situation de ghetto à l'envers, parce que le communautarisme est aujourd'hui très profondément ancré dans les pratiques politiques d'un certain nombre d'élus, et en particulier, on le voit à la mairie de Paris, c'est-à-dire que on donne des subventions à des tas d'associations, une myriade d'associations qui vont justement œuvrer dans le sens du communautarisme, et tout ça est une manière de faire des espèces de ségrégation de l'électorat, de développer ce qu'on appelait des bourgs de poche ou des bourgs pourris au XIXe siècle en Angleterre, c'est-à-dire des espèces d'élevage électoraux et de chasse gardée électorale dans un certain nombre d'endroits. Et c'est devenu une pratique, effectivement, qui est devenue de plus en plus ancrée dans la pratique et dans le discours politique de gauche. Alors évidemment, comme toutes les pratiques qui sont des pratiques de reniement et qui sont des pratiques mensongères, eh bien, elles ne supportent pas la vérité, elles ne supportent pas
que les choses soient dites. Et c'est ça qui explique effectivement cette espèce de haine, ce clanisme, cette réaction à laquelle on est tous confrontés à des degrés divers, où on est, dès qu'on sort, dès qu'on dit des choses qui déplaisent à tel ou tel, eh bien on se voit envoyés devant les tribunaux et devant en répondre avec des magistrats qui effectivement très souvent sont eux-mêmes issus des mêmes mondes et des mêmes moules intellectuels. Et pour revenir sur ce qu'a dit Philippe Karsanti, je crois qu'il faut voir aussi qu'une des difficultés auxquelles on se heurte et une des plus grandes menaces de la liberté d'expression, c'est que dans cette vision communautaire, donc dans cette vision de ghetto à l'envers, où avant on mettait les minorités dans des ghettos, où maintenant on multiplie les ghettos et on rejette les majorités, je dirais, à l'extérieur, eh bien les journalistes, excuse-moi Jean, sont une communauté finalement, comme les autres, qui a ses règles, qui a ses habitudes, et finalement, dès qu'on s'attaque à l'un d'eux, par exemple Anderlin, qui peut avoir des mérites, il a fait de temps en temps du bon boulot pour suivre l'actualité effectivement au Moyen-Orient, bien alors là, c'est la vache sacrée, ils font corps autour de lui, à part quelques petits, je dirais, individus qui essaient de lutter contre ça avec leurs moyens, comme Jean avec Enquête et Débat, eh bien, on est dans une situation de corporatisme et de communautarisme. Et donc, cette espèce de fractionnement de l'opinion n'aime pas la liberté parce que chacun doit avoir son bout de gras, chacun doit avoir son petit précaré, et c'est comme ça que désormais la France fonctionne, et c'est pour ça que dès qu'on veut se heurter à ça et dénoncer ça, on est stigmatisé. Alors maintenant, je vais, en essayant effectivement d'être très bref, parler un peu. Il me reste 3 minutes. Ouais, bon, donc parler de là, pourtant j'ai le sentiment d'avoir parlé à peu près 1 minute. Ah oui, c'est donc un sentiment. Voilà, c'est subjectif. Bon. Donc, dans les 2 minutes 30 maintenant, que se passe-t-il à Paris avec cette situation? Vous avez, moi la mairie de Paris, j'appelle ça la voix de son maire. Vous avez une véritable machine de guerre qui a été mise en place. Ce n'est pas un parti politique, ça n'a plus rien à voir ni avec la gauche ni avec la droite. C'est une agence de communication qui dévore de l'intérieur en fait la mairie, et progressivement à travers des associations ou différentes entités, tout ce qui tourne autour, pour promouvoir en fait l'image effectivement du maire et puis les intérêts du système qui tourne autour de lui, avec à peu près 200 communicants. C'est le plus gros, en fait, la plus grosse agence de communication aujourd'hui en France, et une très très grande donc efficacité qui passe rarement, mais ça arrive par des procès, mais beaucoup plus efficacement, parce que là elle est vraiment sur son territoire extrêmement efficace, qui passe par le fait de parvenir à interdire, mais non seulement dans les médias de gauche, mais même dans les médias de droite, l'expression non seulement d'une opinion dissidente, mais même le simple fait de pouvoir questionner, de pouvoir mettre en regard, par exemple, les résultats avec les objectifs annoncés, avec les politiques. On vous dit, voilà, vous avez vu quelle est la situation là sur les quais, alors qu'ils n'ont pas encore commencé à toucher aux voies sur berge. Bon, là on voit même le samedi soir ce que ça peut donner, mais jamais à aucun moment, vous voyez, il y a de bilan qui est fait, donc il y a véritablement une chape de plomb qui est mise sur l'information et sur la façon dont on peut critiquer la mairie. Et il y a un dernier élément très fort aussi dans la mécanique qui permet aujourd'hui de porter atteinte à la liberté d'expression, et c'est vrai à Paris, mais c'est vrai aussi de plus en plus en province, et je voudrais attirer votre attention là-dessus, parce que on voit de plus en plus que les médias locaux sont de plus en plus dépendants des potentats locaux que sont les grandes collectivités locales, et ça c'est un véritable problème aussi qu'il faudra dénoncer un jour. Eh bien, de temps en temps, quand on vous donne la parole, que se passe-t-il? On donne la position officielle de la mairie, on dit que quelque part, quelques individus un peu des excités, on ne sait pas trop pourquoi, ne sont pas d'accord, et puis le dernier mot revient toujours, de toute façon, à l'autorité, à la parole officielle. Donc je crois que ce qu'il faut à tout prix dénoncer, ce sur quoi vraiment contre quoi il faut s'élever, c'est véritablement ce communautarisme qui aujourd'hui gangrène tout en France, qui a besoin de censurer
tous ceux qu'il dénonce, de censurer toute expression de la vérité, même de censurer tout rapport aux faits, à la réalité, et c'est ça qu'il faut combattre avant tout. Mais alors, merci beaucoup Serge, et j'en profite pour ajouter que dans Libération, il y a un mois, ils ont demandé aux gens de gauche quelle était la valeur la plus importante pour eux, et à 24%, donc la première valeur, c'était la liberté d'expression. Et ça rejoint ce que disait Pierre, c'est-à-dire qu'au nom de la liberté d'expression, on en arrive à censurer. Maintenant, je passe la parole à Christophe Benz. Je me mets au niveau du pupitre, non? Un jour? Non, parce qu'il y a le... Ah, ok. On peut se mettre là, dans ce Oui. C'est bon. Merci. Alors bonsoir à tous. Bon, je n'ai, au risque de décevoir Jean, préparé aucune intervention. J'improvise totalement pour une raison simple, c'est que je n'ai pas la vocation à faire une quelconque conférence ou quoi que ce soit. Je veux juste, moi, apporter mon témoignage, voilà, mon témoignage de gamin de 23 ans, comme disait Pierre Cassan. Et en préambule, je vais déjà faire une chose, c'est vous présenter globalement le livre dont il s'agit, Décrypter l'antiracisme en une heure. D'accord. Je vous présente mon livre, on va faire la publicité, comme ça Jean sera content. Je suis l'éditeur, c'est pour ça qu'il... Voilà. Jean-Robin est mon éditeur. Donc, c'est mon premier livre, mon premier essai, qui traite d'un, je m'en suis rendu compte avec l'expérience, un tabou total dans la société, qui est la notion de race. La notion de race. Je me suis attaqué à ce sujet-là, je ne sais pas pourquoi, je me suis réveillé un matin, une lubie, je dis, le politiquement correct est très fort, mais je l'aurai, vous savez, quand on est jeune, on est idéaliste, je l'aurai, je vais y arriver. J'en ai payé de lourdes conséquences, et c'est ce témoignage que je veux vous apporter. Ma thèse, c'est quoi, rapidement? Ma thèse, c'est de dire aujourd'hui, dans le paysage politique et médiatique, surtout médiatique officiel, on ne parle jamais de race, quasiment jamais de race. On nie le terme, pourtant qui existe dans le dictionnaire français, et on nie encore plus la notion. Il n'y a plus de race, il y a des ethnies, il y a une espèce humaine, mais il n'y a plus de race. En tout cas, quand on écoute les bien-pensants, voilà, c'est le discours. Et moi, c'est peut-être dire que, je vais peut-être un peu loin, mais nier les races, c'est une des méthodes, c'est-à-dire nier une réalité, c'est une des méthodes qui a été utilisée par les idéologies totalitaires. C'est pas la seule, mais ça en est une. Et donc, je dis voilà, l'antiracisme, les bien-pensants antiracistes qui nient les races, nous parlent de racisme et d'antiracisme. Mais s'il y a de l'antiracisme et du racisme, c'est qu'il y a des races. Donc déjà, il y a une incohérence. C'est bête, mais voilà, il fallait quand même le rappeler. Et donc, ma thèse, c'était de dire, voilà, l'antiracisme qui roule pour une nouvelle idéologie, qui est le mondialisme, ressemble, comporte des critères, des caractéristiques semblables au nazisme, au communisme et à l'islamisme. Voilà. Ça, c'est ma thèse. Bon. Je vous invite donc à le lire. Combien? Et maintenant, voilà. Bon. J'ai écrit ce livre qui, je le précise, il faut le préciser, ne contient à aucun moment de propos racistes. C'est-à-dire de propos qui hiérarchisent les races. Parce que c'est ça le racisme. Distinguer les races, c'est pas un acte raciste en soi. C'est juste de l'intelligence. Donc, voilà, je vous raconte donc, je vous raconte une histoire. Je vous raconte une histoire. C'est le jeudi 19 mai 2011. Je reçois un coup de téléphone. Allô, c'est Christophe. J'ai appris, c'est Philippe. J'ai appris que tu avais écrit un livre. Ah oui, président, je vous l'ai envoyé. Et que tu es exclu du MPF, etc. C'est des propos racistes et tu fais la théorie des races d'Hitler. C'est hitlérien. J'ai eu tout en 25 minutes d'insultes. Alors, première réaction, évidemment, première réaction, je me dis,
il l'a forcément lu. S'il m'appelle pour me virer au titre du bouquin, c'est qu'il l'a lu. Mais je me dis, je vais quand même lui demander. Vous me croirez ou pas? Je lui dis, mais président, on traite de nazi, de raciste, alors je combats le nazisme pendant la moitié de mon bouquin. Est-ce que vous avez lu mon livre? Et là, c'était la déconfiture. Rien, je l'ai pas lu, j'ai pas le temps. Alors, mais croyez-moi sincèrement, c'était l'incompréhension totale pour moi. Qu'est-ce que je fais? Je peux pas réagir sur le bouquin, sur le fond du bouquin, il l'a pas lu. Donc, on s'est quitté au téléphone dans ces termes-là. J'ai pas dit grand-chose, hein, sur 25 minutes, il a dû parler pendant 24, on va dire. Et le lendemain, j'apprends par un ami, dans la presse, ce qu'il m'avait dit la veille, mais sans me préciser qu'il publierait, qu'il rendrait publique cette décision, que je suis exclu et que je suis un méchant raciste, que je fais l'apologie de la race, entre parenthèses, l'essai supposé ou suggéré blanche, la race blanche, alors que à aucun moment je ne fais l'apologie de la race blanche ou d'une race quelle qu'elle soit, et je mets au défi quiconque de trouver une once de cela dans mon livre. Donc, le coup de téléphone, le communiqué de presse, j'apprends par la presse, me confirme que je suis exclu, et donc licencié, puisque j'étais salarié. J'étais salarié, jusqu'à hier. J'étais salarié, mais alors après on fait lire le livre dans la catastrophe par plusieurs avocats, trois au total. On dit, il faut, pour licencier quelqu'un, il faut un motif, a priori. On ne le licencie pas comme ça sur un coup de tête. Et donc il y a un avocat qui rappelle Philippe pour lui dire, mais il n'y a pas un motif, parce que le bouquin n'est pas attaquable. D'ailleurs, j'ai pas eu de procès, je crois, qu'aujourd'hui. À ma connaissance. Voilà. Donc c'est là où je me suis rendu compte que le politiquement correct était puissant, parce que je pensais, éventuellement, même j'en espérais, il me disait ça fera de la pub, qu'on se prenne des procès, que ce racisme, le moral, etc. Voilà. Ben non, rien de tout ça, pas un article dans la presse qui me démontre quoi que ce soit, non, c'est simplement un homme politique qui pourtant a combattu le politiquement correct, qui m'exclut pour ce motif. Donc, j'ai fait une triste expérience, voilà, j'ai osé, pas dévoiler, mais si un tabou, j'ai osé remuer un débat qui n'est pas nauséabond, parce que, je le dis, d'ailleurs c'est très important, je cite Éric Zemmour au tout début de mon livre, en disant, en 2008, Éric Zemmour a dit à la sacralisation des races de la période nazie et précédente, c'est la négation des races qui a succédé. Bon, je trouve ça, cette phrase très vraie, c'est elle qui dans ma tête a fait un déclencheur, qui a fait que j'ai écrit ce bouquin. Et moi, mon propos, c'est juste de dire que, il ne faut pas sacraliser les races ni les nier. Il y a simplement un intermédiaire, c'est de les reconnaître et de les distinguer. Point. Et voilà. Et résultat des courses, j'ai été démis de mes fonctions politiques, j'étais président du mouvement de jeunes, et j'ai été, non pas licencié, contrairement à ce qui était dit dans la presse, mais j'ai demandé une rupture à l'amiable parce que c'était un coup dur quand même, et donc je ne pouvais plus servir le mouvement que j'ai servi pendant plusieurs années. C'était juste une intervention pour vous donner ce témoignage qui est le mien, et merci à vous. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles Christophe Benz est un jeune homme très prometteur. C'est que d'une part, il parle bien, vous l'avez bien entendu aujourd'hui, et en plus, il parle en 2 minutes de moins que le temps de parole qui est donné. Parfait. Et donc, ça me permet de donner la parole à Oscar Freisinger pour 10 minutes aussi. Alors, je vais aussi vous faire quelques témoignages très intéressants sur ce qui arrive en Suisse. Et vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit, puisque c'est toujours très clair et très fort. C'est nous qu'on doit communiquer, n'est-ce pas, d'une vallée à l'autre. Le type il est en face, le public à 4000 mètres. Évidemment, ça a intérêt à avoir de la voix. Bien. On a des fois pour s'aider un long tuyau, ça s'appelle un corps des Alpes. Alors là aussi, on communique par morse. J'ai écrit un premier recueil de nouvelles il y a une dizaine d'années.
Et une des histoires, très dramatique quand même, il y a 2 musulmanes lesbiennes en Afghanistan qui se font lapider. Réaction des médias en Suisse, personne s'est offusqué du fait qu'on lapide 2 femmes parce qu'elles étaient lesbiennes. Mais il y avait une scène de cul. Alors là, Fraisinger, c'est insupportable. Il a décrit les amours saphiques de 2 musulmanes lesbiennes en Afghanistan. C'est pas possible. On m'a démoli. Et j'ai à ce moment-là demandé d'être membre de l'association des écrivains de Suisse. Ça s'appelle chez nous ADS, Association des auteurs et des autrices. Suisse. Imaginez déjà le nom, vous voyez, bon. Je me demande encore pourquoi j'ai demandé d'adhérer à ce truc, mais bon. Ils m'ont refusé en me renvoyant une lettre en disant, écoutez, nous on ne peut pas accepter parce que nos membres socialistes et musulmans ne comprendraient pas. J'ai contrôlé le précédent qui avait été refusé par la même association. Ça date quand même d'il y a passé 60 ans. C'était Robert Musil. Vous connaissez sûrement, auteur bien connu autrichien qui a écrit L'homme sans qualité. Donc, nous sommes les 2 seuls à avoir été refusés. Ah. Plutôt que d'être avec 600 pingouins qui ne savent pas écrire, je suis avec un au moins qui sait écrire. Donc c'est quelque part, ça m'anoblit, je suis assez content de la chose. Le lendemain matin, je reçois un numéro de téléphone et un gars au bout du fil qui ostensiblement avait un peu de problème, il m'a téléphoné, il parlait allemand. Mais je peux le faire en français. Écoutez, monsieur Fraisinger, j'ai constaté que vous avez été refusé par l'association des auteurs. Vous désireriez être membre chez nous. Vous êtes qui? Ben, je suis le président des auteurs de Serbie. Alors maintenant, je suis membre éminent des auteurs de Serbes. 4 de mes romans ont déjà été traduits là-bas. Et chaque fois que j'y vais, d'abord c'était un sombre fonctionnaire qui m'a accueilli. La dernière fois, c'était quand même le ministre de la diaspora. Donc je monte en grade. Bien, autant dire que les Serbes m'ont accordé l'asile poétique. Voilà. Il y a eu un débat ce jour-là où j'ai demandé à la vice-présidente de l'association des autrices et autres de m'expliquer pourquoi ils me refusaient, etc. Et si, éventuellement, Oriana Fallaci, il l'aurait accepté. Elle m'a répondu non. Imaginez. Donc, alors, ouais, bon, c'est fini. Donc, j'essaye même plus. Depuis, ils m'ont renvoyé une lettre, ils m'ont dit, maintenant, ils ont changé les statuts, éventuellement, je pourrais adhérer. Plutôt crever. Jamais. Bien. Deuxième moyen par lequel on va vous exclure, si on veut essayer de vous détruire, c'est la destruction de l'image. Évidemment, on vit dans une sorte d'URSS sans goulag. On ne tue plus les gens, c'est pas bien éduqué de faire ça. Donc. Alors on va vous assassiner symboliquement, rituellement. Et qu'est-ce qu'on peut assassiner? C'est l'image. Alors faites attention, quand vous faites un discours comme moi maintenant, faites pas comme moi. Moi je suis un agité, j'ai des fois le... Ça, pas... Ne levez jamais le bras droit. Même pas pour vous gratter la tête. C'est mortel. Vous êtes garanti le lendemain matin, vous allez vous retrouver avec le bras. Ça c'est mortel. Parce qu'on va choisir la photo. Alors j'ai un journal qui s'appelle Le Nouvelliste. Pendant plusieurs années, c'était extraordinaire, mais il n'y avait pas une photo où j'aurais eu éventuellement l'air d'être à peu près normal. Bon, vous allez me trouver que je suis assez réussi dans le genre, mais quand même, peut être normal. Moi, c'est quand j'ai bu que je suis normal. Alors, les adjectifs qu'on va utiliser, c'est merveilleux quand vous lisez le texte. C'est superbe. Donc ils font d'abord le texte et puis après ils rajoutent, je pense, il y a le nauséabond. Raciste, xénophobe, nanani, nanana. Un UDC ne parle pas, il martèle, il hurle, il éructe. Non, mais alors évidemment, pour le lecteur moyen, ça donne une impression quand même d'agitation énorme. Ensuite, quand c'est télévisuel, alors là c'était la meilleure, c'est le M6, faut plus qu'il me parle. Hein. Ils sont venus une fois. Et puis, je parlais de l'insécurité qui régnait à la gare de Sion. Parce que j'avais trouvé un soir, en rentrant, innocemment, un type couché avec un poignard dans le dos, des types autour qui s'invectivaient. Moi, j'ai jamais vu ça dans mon enfance, parce qu'il faut bien voir. C'est le trou de balle du monde dont je vous parle. C'est en haut dans les montagnes. Pour trouver le Valais, il faut déjà vouloir. Alors, c'est étonnant chez nous. Peut-être qu'à Paris, vous êtes habitués, mais chez nous, pas. Pas encore. Et puis alors M6 qui me suit avec sa caméra toute la journée, et puis je vois bien, ils insistaient pour qu'on aille à cette gare. En fait, tout l'interview, tout ce qu'ils ont fait sur moi n'avait aucune importance. Ça, c'était pour me tromper. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était me planter dans cette gare. Ils ont trouvé un chauffeur de taxi qui disait « Il se passe jamais rien ici, tout est bien, tout va bien, et en ordre ». M6 a amené leur émission, Waterloo-Borne-Pleine, il se passe rien, avec Fraisinger qui parle tout le temps d'insécurité, et les images qui contredisaient totalement tout ce que je disais. Le soir, le lendemain, le soir, après leur venue d'M6,
Ils en ont foutu 10 dans le trou parce qu'il y a une rixe énorme. Ensuite, ils ont installé un poste de police parce qu'il y a le marché de la drogue qui explose. Ensuite, ils ont mis des caméras de surveillance. Mais il se passe rien à la gare. Non, non, on met des caméras, c'est juste pour les petits gamins qui vont acheter des sugus pour savoir. Hein. C'est n'importe quoi. Mais M6 a réussi à me faire passer, mais franchement, pour l'idiot du village. Et là, je me suis fait piéger. Ça, c'est une mécanique. La menace sur l'emploi. On vient d'en vivre un exemple éloquent. Alors, j'ai osé dire une fois, après un débat télévisuel à mon adversaire qui était furax parce qu'il s'était ramassé comme c'est pas permis, je lui ai dit, mais attends, la télé, on sait ce que c'est que la télé. À la télé, une vérité mal dite passe mieux qu'un mensonge bien exprimé. Je maintiens. C'est comme ça, la télé c'est con, c'est comme ça. Le type a passé ça aux médias, qui en ont fait un buzz pas possible. Ils ont tracé la première partie de la phrase, c'était plus à la télé, une vérité mal dite passe mieux qu'un mensonge mal exprimé. Donc, un mensonge bien exprimé passe mieux qu'une vérité mal dite. On a enlevé à la télé. Et ça devenait mon opinion. Alors que je l'avais exprimé sous le ton du regret. On dit, bah, c'est un message comme ça, c'est la télévision, c'est idiot, c'est comme ça. Alors tout de suite, mes gentils camarades du Parlement sont intervenus outrés. Monsieur Frénier fait l'apologie du mensonge. Il est professeur, faut l'exclure du collège, faut le foutre dehors. Alors j'ai été convoqué par le chef du département, qui était très ennuyé, etc., etc. Ben, j'ai eu plein d'ennuis. Bon, ils m'ont pas foutu dehors parce que, évidemment, d'abord, il n'y avait pas de preuve. Parce que c'était le bonhomme qui affirmait que je lui avais dit ça, entre quatre yeux. Mais alors, ça a fait un buzz. Dans le journal principal de Suisse, là, le Blick, journal polémique, donc Boulevard, alors il m'avait fait un long nez de Pinocchio, vous voyez. Alors, quand je suis sorti de l'hôtel le matin, bah, à 100 mètres du kiosque, je voyais déjà qu'il y avait Pinocchio sur la... Bon, c'est qu'en m'approchant que je me suis aperçu que c'était moi derrière le nez. Alors, je peux vous dire que le pic, la péninsule Cyrano à côté, c'est de l'amusement. Alors, je me suis dit, bon, alors s'ils sont comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Alors, président du parti, grande réunion, ils m'ont dit, il faut faire un rectificatif. Bon, mais tu fais un rectificatif, tu peux le faire. Déjà, pour qu'il te passe le truc, il faut réussir si tu fais un procès. Vous voyez un peu le temps que ça vous prend. Puis ensuite, si éventuellement vous n'avez pas 100% raison, ou 150% raison, si vous n'avez que 99% raison, dans le journal, ils feront passer le 1% comme plus important que les 99 à vous. Donc, de toute façon, vous avez perdu. Alors, je me suis dit, mais si je les pousse à exagérer. Alors, le président me dit, mais comment tu... Bah, c'est simple, je refais la première page demain. Non, ça t'arrive pas. Ah, j'ai dit, mais si que j'arrive. Je téléphone au journaliste, je l'insulte comme du plâtre, et le gars, il était tremblant et tout ça, je lui redonne de la munition. Le lendemain matin, c'est à 200 mètres que je voyais le long nez sur le journal, mais seulement, le nez, il faisait plus que la première page. On pouvait tourner, il suivait en haut, tout le long du journal, jusqu'au fond. J'ai fait toutes les pages du journal avec mon nez. Il faut être très fort quand même, il faut réussir un truc comme ça. Bon, ça c'est pour vous montrer comment on joue là-dedans. Une règle, si vous avez peur, vous perdez, si vous n'avez pas peur, vous gagnez. Le juridisme, on a un article... L'article antiraciste, un jour j'avais dit que les Américains en Afrique, finalement ils continuaient le colonialisme lors d'un débat, en disant qu'ils finançaient un quelconque macaque dictateur, et puis qu'ensuite ils avaient les matières premières à bon marché, etc., etc. Mon adversaire politique, un socialiste ce jour-là, dépose plainte. Il a traité les Africains de macaques. Alors évidemment, on va vous emmerder, vous avez les procédures judiciaires et tout ça. Bon, là finalement, le débat le plus absurde qui a eu lieu, c'est quand finalement, face à l'adversaire, lors d'un débat public suite à toute cette polémique, je lui ai dit, mais enfin, vous permettrez quand même encore de dire que Saddam Hussein est un macaque, parce que si c'en était pas un, et qu'il était réellement descendu de l'arbre, ça se saurait. Que faites-vous de la dignité humaine de Saddam Hussein, m'a-t-on répondu. Oh là, évidemment. Alors je lui ai quand même demandé qu'est-ce qu'il faisait de la dignité humaine des 4000 Kurdes qu'il avait fait passer au gaz moutarde. Mais bon, ça, on s'en fout. Hein, c'est la dignité de Saddam. Puis ça change très vite. Alors, Kadhafi, très copain à un moment, puis après, alors très ennemi. Ça évolue au gré du prix du pétrole, d'autres réjouissances de ce genre. Il y a la violence. Alors chaque fois que je fais une conférence en dehors de mon canton,
J'ai un comité d'accueil, une cinquantaine de pingouins, là, voilà, masqués, avec des battes de baseball. Parce que c'est très pédagogique, la masse de baseball. C'est essentiel pour expliquer à un type ce qu'est la tolérance. On ne peut pas expliquer autrement que... Si, ça laisse des traces. Et puis donc, vous comprenez la tolérance. Batte de baseball, instrument essentiel. J'ai aussi réussi à faire un poème avec une rime imposée. Je me suis foutu de la gueule de mon gouvernement. Parce qu'on avait un candidat. Puis évidemment, il était trop à droite. Alors je lui ai dit, bon, écoute, tu sais, le pouvoir, c'est comme le sexe d'une femme. Si t'es pas au centre, bah... t'as rien. Bon. Oula, faut pas dire, ça c'est un lolo. Alors on m'a massacré, nous, avant la musique. Et le samedi soir, il y a ma maison qui a brûlé. Alors bon, ils m'ont foutu le feu, il y a eu l'incendie, c'était dramatique, j'ai dû démissionner de la prison, tout ça. 8 mois plus tard, j'étais conseiller national. Tuer un type une fois, c'est bien. Vouloir le tuer 2 fois, vous le faites ressusciter. Et depuis, hein, c'est comme dans le Goethe, l'apprenti sorcier, die Geister, die ich rief, die werde ich nun nicht los, dit-on en allemand. Les esprits que j'ai appelés, j'arrive plus à m'en débarrasser. Alors maintenant, je suis sur leur nuque, là, à longueur d'année, de journée. Je les emmerde. Ils n'arrivent plus à se débarrasser de moi. Ils m'ont fait ressusciter. Je suis quasiment invincible, maintenant. Je me gaffe quand même un peu des balles perdues, mais quand même. Bien. Dernière chose à dire. Oui, il reste un espace de liberté, c'est Internet. Puisque les médias officiels, c'est un jeu, on joue avec, une fois on gagne, une fois on perd. Si on est un peu mariole, on arrive à gagner plus souvent que ce qu'on perd. Mais enfin, c'est comme un championnat, on ne gagne pas tout le temps. Mais par contre, il y a encore un espace de liberté où vous pouvez passer l'original de ce que les médias ensuite vont prendre et distordre dans leurs commentaires. Donc, c'est très intéressant quand les types ils disent « Oh, le Fraisier, elle a sorti un truc puant, pas possible, gna 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 », et vous pouvez tout de suite rétorquer et dire « Oui, mais il y a l'original sur tel blog dans Internet ». Or, les gars qui vont aller regarder, ils disent « Enfin, c'est pas ce que l'autre il a raconté ». Ce qui fait que la presse commence à se discréditer systématiquement de cette manière et vous arrivez à la combattre par des biais comme des blogs comme Enquête et Débat, il y en a d'autres, hein, PI par exemple, les Bavarois en allemand. Je crois qu'Internet va prendre de plus en plus le relais et sera de plus en plus important parce que les gens commencent à se méfier de la presse officielle. J'aime encore mieux la presse de boulevard qui, elle, veut faire un scandale. Alors des fois, vous pouvez négocier avec le journaliste. Ok, tu me flânes, mais pas trop, puis moi je passe tel ou tel message. Alors, ça peut se négocier, quoi. Donc on peut discuter quand même. Et il y a des journalistes qui sont corrects, ils ne sont pas tous malhonnêtes. Je vois que la nouvelle génération est beaucoup moins idéologique que il y a encore 10 ans. C'était impossible. Donc c'est comme si c'était marqué ici UDC, donc ça veut dire salaud, quoi. Et c'était fini, quoi. Maintenant, je vois que dans les jeunes, il y a de plus en plus des gens. Ce qui les intéresse, c'est soit le buzz, hein, donc ils veulent vendre leur canard. Et alors, si vous êtes un type un peu vivant, pas encore mort, ça se saurait, donc ça vous les intéressait, parce que vous oserez dire la phrase qu'il faut dire, vous oserez sortir des caricatures. La dernière caricature, ça a été terrible, parce que une apologie du viol. Oui. Non, il y a le PDC qui avait sorti, nous on a des vaches de combat, donc chez nous c'est les vaches qui se battent, hein, pas les taureaux, c'est les vaches, parce qu'on a des femmes très viriles chez nous. Elles se battent entre elles, à coups de corde comme ça, pour déterminer la reine de l'alpage, et puis c'est elle qui va diriger le troupeau pendant tout l'été. Donc si la reine n'est pas déterminée, le troupeau vous le gérez pas pendant l'été, c'est comme ça. Et alors il y a des vrais combats comme ça, alors eux ils ont pris cette vache, ils ont mis le numéro 1 dessus, PDC, Parti démocrate chrétien, ça c'est notre mascotte. Bon, moi j'ai demandé à mon caricaturiste, écoute, tu me fais le taureau UDC. Alors vous avez la vache, les pattes là comme ça, la langue dehors, et puis le taureau derrière. Bien. Alors on a mis ça régional, alors évidemment, ça fait un buzz pas possible, et en avant la musique. Et puis on nous a accusés de faire la publicité pour du viol. Mais il n'y a pas de viol. Dans le domaine de... Simplement la vache, bon le taureau est un peu vigoureux, enfin, tire la langue. Hein, et puis, n'oublions pas, nous avons simplement voulu fertiliser le programme politique de nos adversaires. Alors oui, ici on favorise les étrangers puisqu'on a donné plus de temps de parole à Oscar Freisinger. Alors la différence entre la liberté d'expression en théorie et en pratique, c'est qu'en théorie je devrais vous donner la parole pour des questions et c'est qu'en pratique on n'a pas le temps. Alors,
Alors, cela dit, quelque chose de très important, et en pratique ça sera très important, c'est qu'on ne veut pas en rester là. On vous a tous rassemblés aujourd'hui et ces intervenants. C'était une conférence sur la liberté d'expression, pour ceux qui n'avaient pas compris. J'ai oublié de le dire au début. Mais on ne va pas en rester là. Et donc, suite à l'idée lancée par Yves-Marie Lolland, que vous connaissez peut-être, lors d'une conférence sur la liberté d'expression qui a eu le 11 mai dernier, il a décidé de créer un observatoire de la liberté d'expression. Est-ce qu'il est là ou pas? Parce qu'il m'avait dit qu'il viendrait peut-être. Non. Il observe déjà. Alors, comme on est le 18 juin, eh ben, on va lancer un appel à toutes les bonnes volontés pour participer à cet observatoire. Et comme il n'est pas là, je vais me permettre de lire le texte qu'il m'a gentiment envoyé pour que je vous le lise. Alors, l'idée est de créer une association sous forme d'un observatoire de la liberté d'expression, qui serait une sorte de vigie destinée à enregistrer toutes les atteintes à la liberté d'expression, notamment du fait, mais pas seulement, des associations de type antiraciste, MRAP, Ligue des droits de l'homme, SOS Racisme, qui multiplient les actions en justice sous les prétextes les plus divers et les plus futiles, afin d'agir par intimidation et par dissuasion. Notre objectif, donc là c'est Yves-Marie Lolland qui parle, et donc repose sur le refus de voir ces associations instrumentaliser la justice française au service de l'idéologie qui leur est propre. Cette association sera politiquement neutre. Elle agira en enregistrant ces atteintes de façon systématique, en interpellant le gouvernement, qui finance directement et indirectement ces associations, en informant systématiquement la presse et les médias, en informant l'opinion publique par tous les moyens à notre disposition, en interpellant directement les associations fautives, en leur demandant des comptes, ce qui va les mettre en porte-à-faux, passant du statut confortable d'accusateur à celui d'accusé, et en posant avec prudence des questions à la justice sur le bien-fondé de certaines condamnations. Voilà. Donc, je pense que c'était une annonce importante, et pour la conclure, je dirais que cet observatoire sera lancé publiquement à la rentrée 2011, et qu'une conférence de presse sera organisée, mais que pendant l'été, il y aura une première réunion, et que ceux qui souhaitent y participer sont invités à envoyer un mail à Yves-Marie Lolland. Donc je donne le mail pour la vidéo, et puis si vous avez de quoi noter, c'est ylolan, LAULAN, @yahoo.fr. Donc cette conférence est maintenant terminée. Je vous remercie beaucoup d'y avoir assisté. Merci aux intervenants d'avoir été aussi brillants. Maintenant le programme, c'est qu'on est malheureusement un peu en retard, donc il nous reste une bonne vingtaine de minutes pour les dédicaces. Alors je vous demanderai de ne pas discuter avec les gens ici, mais plutôt de commencer à libérer la salle, et donc de vous orienter, parce qu'on va commencer à reprendre les chaises et à orienter ça, parce que ceux qui veulent discuter pourront le faire pendant le dîner, hein, notamment parce qu'il y a un dîner. Merci encore et à très bientôt.